librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, on rencontre David Poulain qui veut essayer de me convaincre de lire Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si tu vas réussir. En fait, probablement que ça me prendrait un petit peu plus de 20 minutes pour réussir à te convaincre, là, mais je vais essayer de faire ça assez bref. OK. Il nous parle de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, pour commencer, de cet auteur-là. Exactement. C'est probablement l'œuvre qui est la plus connue là, de John Earl Roland Tolkien, donc, qui est l'auteur là, de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc en 3 tomes, La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. Tolkien, lui, a écrit ça dans les années 30, donc a commencé à travailler là-dessus pour sortir donc, sa trilogie fin des années 40 et début des années 50. Donc, c'est vraiment là que Tolkien a été connu. Même si ça date de ces années-là, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est dépassé ou c'est au niveau technologique, par exemple? Bien, c'est sûr que c'est une histoire qui va se passer dans un monde qui, pour nous, serait plus associé à l'époque médiévale. Bon. Donc, avec les chevaliers. Donc, si on fait référence, par exemple, à quelque chose de connu, les légendes du roi Arthur. Donc, où il y avait quand même un peu de magie, oui. Il y avait quand même donc des créatures féroces, oui. Les dragons, donc les magiciens. On va travailler un peu, là, donc Tolkien, qui lui était un peu spécialiste là, de ces langues ancestrales-là, de la mythologie, donc des contes de l'Angleterre, parce que, en fait, lui a grandi en jeunesse en Angleterre. Il est né en Afrique du Sud, mais il s'est installé en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec sa famille. A fait ses études à Oxford, donc en langue, en légende, donc en personnalité mythique, en écriture, en littérature. Donc, étant donné que c'est des terres quand même assez anciennes, il y a moult contes et légendes sur les monstres, sur justement les légendes du roi Arthur. Donc, Tolkien s'est inspiré un peu de ce type de littérature. Qui a intégré ces légendes-là, ces études en langue à travers ces romans-là. Exactement. Quand Tolkien a lancé d'abord La Communauté de l'Anneau, il commence en présentant, le premier chapitre commence avec les Hobbits. Donc, simplement pour présenter ceux qui seront, en fait, part entière de toute son œuvre. Donc, un personnage, un peuple qui est différent des hommes. Okay. Donc, un hobbit mesure environ 4 pieds. Okay. Toujours nu-pieds, les pieds poilus. Des bons vivants, des bons mangeurs, des bons buveurs, des gens qui aiment une vie paisible. Une belle maison, la bonne nourriture, fumer de l'herbe à pipe. Donc, c'est des cultivateurs, c'est des fermiers. C'est des gens qui ne veulent pas faire d'histoire. Donc, qui sont tranquilles. Pas compliqué. Une vie simple, pas compliquée. Qui sont peu connus du reste du monde des hommes. Ah bon? Ils sont isolés? Sont tellement tranquilles, ils ne sortent pas de la comté, donc qui est leur, on va dire, qui est leur territoire là, oui. En terre du milieu, donc qui est le grand monde de Tolkien. Donc les hobbits vivent en petite communauté. À l'occasion, il y a un hobbit qui sort du lot parce qu'il est plus grand, plus fort que les autres, il mesure 5 pieds. Oh, il est grand! Il est grand. Là, il va faire des exploits, comme réussir à calmer le taureau qui est enragé, donc, en le prenant par les cornes. Donc, il va devenir légende parmi les hobbits. Mais Tolkien commence par présenter ça parce que, pour ceux et celles qui ont peut-être vu les films et sans lire les romans, bien, ça commence dans la comté avec les hobbits. Tu dis la comté? La comté, oui. Donc, qui est vraiment le lieu en terre du milieu. Donc, Tolkien a une carte complète là, de la terre du milieu, donc qui est l'endroit où on pourrait comparer, mettons, à la Grande-Bretagne. Est-ce que dans ces romans, il le situe précisément, la terre du milieu, ou c'est vague un peu? En fait, il faut faire référence à d'autres œuvres de Tolkien pour essayer de visualiser qu'est-ce que la terre du milieu. Okay. On pourrait le comparer, par exemple, à un continent, comme l'Europe, l'Asie, donc ce continent-là. Évidemment, bordé de la terre du milieu, il y a des océans, il y a des grandes mers. Ah bon? Le mystère est entouré aussi autour de ces océans-là parce que rares sont ceux qui ont traversé. La plupart qui traversent ne reviennent jamais. OK. Donc, si on lit les œuvres complémentaires de Tolkien, comme par exemple le Silmarillion, donc le Silmarillion, elle va vraiment
démarrer au début, ce qu'on pourrait comparer au Big Bang, donc la création de l'univers. Avant le Seigneur des Anneaux? Exactement. Ah, OK. Pour référer un peu les gens dans le temps, avant de tomber dans l'histoire, on peut diviser l'œuvre de Tolkien en 4 âges. OK. Donc, le premier âge, où les premiers hommes sont arrivés en Terre du Milieu. Le second âge, où il y aura eu l'époque des elfes, où ce seront les elfes qui seront donc les précurseurs, puis les grands acteurs en Terre du Milieu. Le troisième âge, c'est là où se passe la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais avant le premier âge, il y a la création. Donc, ça, c'est celui-là? Là? Dans le Silmarillion, ça commence avec une grande musique. Donc, on parle d'une entité qui n'existe pas, mais qui était le premier. On pourrait l'associer à Dieu, qui a créé des êtres, qui n'étaient pas physiques, mais qui étaient dans sa tête. Ces êtres-là se sont mis à chanter une grande musique. Donc, 7 êtres qui chantent en harmonie. Puis ils chantent, puis ils chantent. Puis là, au fur et à mesure des chants, ça crée la Terre. Donc, ça crée physiquement la Terre du Milieu. Puis et là. Quand on veut lire, là, est-ce que c'est préférable de lire dans l'ordre que tu mentionnais, là? Lire celui-là en premier parce que ça précède? On perdrait probablement le lecteur assez rapidement. Donc, tu me contais que tu as déjà essayé de lire Le Seigneur des Anneaux, puis que la première partie du livre était un peu lourde. Oui. Puis j'ai ressenti la même chose quand je l'ai lu pour la première fois. Je commencerai avec vraiment une œuvre littéraire plus classique dans le fantastique, donc soit la trilogie, ou le premier roman publié de J.R.R. Tolkien, qui est Bilbo le Hobbit. OK. Donc, je vous parlais des Hobbits. Eh bien, le personnage principal de cette histoire-là, Bilbo, c'est lui, là. C'est on va dire, le plus connu des Hobbits qui a vécu toute une aventure. Donc là, il ne parle pas juste d'un, il parle du peuple Hobbit, là, c'est ça? Oui, exactement. Donc, tu conseillerais celui-là en premier? Exactement. Après ça, Le Seigneur des Anneaux, Exactement, les 3? parce que la trilogie vient vraiment après l'histoire de Bilbo. OK. L'histoire de Bilbo, c'est quand même une histoire assez simple. C'est un hobbit tranquille qui n'a jamais fait de vagues. Puis un bon jour, il y a un magicien qui cogne à sa porte. Donc Gandalf. OK. Qui est je me un rappelle de magicien. ce nom-là. Oui, Gandalf. Donc, grand chapeau gris, longue barbe. Le style. Oui, il y a vraiment le style du magicien qui nous rappelle Merlin un peu aussi. Ouais. Gandalf, lui, cogne à sa porte en surprise, donc sans s'annoncer, pour lui annoncer qu'il y aurait de la visite la semaine prochaine. C'est pas lui la visite, là, Gandalf. Non, OK. lui, c'est vraiment simplement le messager. Le messager. Mais en fait, en arrière de ça, on apprend que c'est vraiment Gandalf qui a manigancé tout ça Ah bon? pour amener le Bilbo le Hobbit à partir à l'aventure. Mais la semaine d'après, il y a des nains qui arrivent directement chez Bilbo. Ça, c'est la visite, là. C'est la visite. OK. Puis ils sont nombreux, les nains. Donc, bon? Oui, donc il y a 9 nains qui arrivent directement des monts de fer, donc qui viennent d'une contrée lointaine de la comté, pour engager un voleur. Parce que les hobbits ont cette particularité-là d'être très, très silencieux. Ils ne font pas de bruit. Ah bon? Donc, ils marchent du pied, donc pas de talons, mais ils ont le pied sûr. Ils ont le petit côté elfique, un peu magique, donc, dans ce peuple des hobbits. Donc, les nains ils veulent engager un hobbit pour voler. Exactement. OK. Parce que Gandalf a dit aux nains, si vous cherchez un bon cambrioleur, j'en connais un. Ah bon? Donc, lui, il a décidé qu'il forçait un peu la main. Puis il a réussi à convaincre Bilbo de partir à l'aventure. L'aventure, c'est simple. Vous voyez sur le roman, vous avez un dragon donc, oui. qui est illustré. Eh bien, à la base, c'est ça. Les 9 nains, veulent... On n'est pas dans Blanche-Neige. Oui, c'est ça. Les 9 nains veulent récupérer le trésor que le dragon leur a volé. Ah bon, OK. Donc, le but, c'est de partir, d'aller au Mont Solitaire, donc qui est la montagne où Smaug, le dragon, lui, est endormi, dort depuis des centaines d'années sur le trésor des nains. Puis là, ils se disent, on va le récupérer, ça nous prend un voleur. Donc, ils ont une carte. Ils ont un voleur, ils ont des nains, puis ils partent à l'aventure. Pour aller récupérer le trésor. Pour aller récupérer le trésor. Mais Bilbo finit par partir en disant, j'ai entendu parler de tel hobbit il y a des centaines d'années qui avait vécu une aventure, j'ai envie de le faire. Je m'ennuie un peu. Qui part à l'aventure. OK. Tu pars avec eux autres. Ça, exactement. C'est l'histoire de Bilbo le Hobbit. Exactement. C'est un roman un peu plus classique qui va... À l'époque, Tolkien écrivait aussi pour les jeunes.
Donc, c'était pas de la littérature lourde OK. ou macabre ou vraiment dure. Là. Donc, les scènes de combat sont imagées, mais c'est pas sanglant. C'est pas sanglant, Exactement. Donc, il est vraiment présenté un peu comme une histoire pour enfants. Donc, c'est un roman qui se lit très, très bien, d'un style classique. Donc, la situation initiale, les présentations de personnages, les péripéties, et puis on arrive avec un point final. Ce roman-là a été adapté au cinéma aussi il y a quelques années, après l'adaptation de la Est-ce que trilogie. le film de ce roman-là précède les films du Seigneur des Anneaux? Il a été lancé, il a été réalisé par la suite. OK. Mais oui, en effet, si quelqu'un préférait écouter les films, je vous le suggère aussi. Commencez par Bilbo le Hobbit, puis ensuite Ça aide à comprendre les personnages du Seigneur des Anneaux? Oui, exactement. Parce que à la fin de cette histoire-là, Bilbo revient chez lui. Là, je vends le punch parce qu'il survit. Mais il revient chez lui avec, oui, beaucoup d'anecdotes, mais un mystère qui l'entoure, parce que sa communauté l'a vu partir pendant presque 1 an, sans savoir où il était parti, OK. sachant qu'il était parti avec un magicien, mais il revient avec de l'or, des richesses. Et il devient l'homme le plus riche de la comté. Donc là, c'est un mystère qui l'entoure. Et la communauté de l'anneau, donc le Seigneur des Anneaux, le premier tome commence avec Bilbo le Hobbit, qui fête son 111e anniversaire. Wow! Son 1 des 41e anniversaire. Un des plus vieux hobbits de la comté, encore là, qui rajoute au mystère de dire, mais comment est-ce que cet homme-là, ce hobbit-là, réussit à vivre aussi longtemps? OK. Donc là, ça nourrit aussi. Là. Mais on commence avec l'organisation de la fête. Dans le Seigneur des Anneaux? Dans le Seigneur des Anneaux. OK. Puis, la communauté de l'anneau, c'est... C'est là qu'une fois que Bilbo fête son anniversaire, il disparaît. Ah bon? Dans un claquement de doigts. Avec l'aide de Gandalf. OK. Qui, en plus d'être magicien, est artificier. Lui adorait faire des feux d'artifice pour les jeunes de la comté. Donc, réussit à faire disparaître Bilbo comme ça. Donc là, c'est le tollé, c'est la cohue, toute personne ne comprend. Puis c'est Frodon, qui est le neveu de Bilbo, qui devient son héritier. Donc, la maison, les richesses, exactement, et un anneau. Un anneau. Un anneau. OK. La communauté de l'anneau. Exactement. Et cet anneau-là, ça, on l'apprend au fil du roman, cet anneau-là est l'anneau de pouvoir, est un anneau unique, est un anneau qui permet de contrôler tous les autres anneaux qui existent. Il y en existe beaucoup? À l'époque du Seigneur des Anneaux, il en existe encore 5 ou 6. Ça, l'histoire ne le dit pas au complet, parce qu'il y en a qui ont été détruits au fil du temps. Ah bon? Mais l'important à savoir, parce que évidemment, dans toute bonne histoire, ça prend un méchant, Mais oui! ça prend du mal, eh bien, c'est Sauron qui est la force maléfique dans toute cette histoire-là. Sauron qui est un être maléfique depuis moult âges, qui était là présent au premier âge, qui était là aussi présent avant ça, et qui, lui, a créé des anneaux. Il en a créé 9, qui a donné à 9 seigneurs hommes du côté des humains. Il en a créé 3, qui a donné à 3 seigneurs elfes. Puis il en a créé 7, qui a donné aux seigneurs nains. Donc, si vous faites le décompte, ça fait 19 anneaux, plus l'anneau unique, mais il en reste 5 ou 6 connus. Ah bon? Les 9 anneaux qui ont été donnés aux hommes ont permis à Sauron de prendre le contrôle de leurs âmes. Donc, les 9 serviteurs de Sauron, qu'on appelle les Nazgûl, sont aussi donc, les entités maléfiques qu'on va découvrir rapidement, dès le premier tome. Exactement. Parce que ces entités-là cherchent à retrouver l'anneau. Cet anneau-là va permettre de ramener Sauron physiquement sur la Terre du Milieu pour reconquérir, évidemment, tout son royaume. Parce que là, il n'est pas là, là. Il a été vaincu, mais il ne sera jamais vraiment vaincu tant que cet anneau-là existera. Ah bon? Sa puissance. Puis là, je fais un comparable avec Harry Potter. Ben, on pourrait comparer ça à un Horcrux. Donc, dans Harry Potter, Voldemort réussit à mettre une partie de son essence vitale dans des objets. Ben, Tolkien l'avait déjà écrit ça 60, 80 ans avant. Ah bon? Mais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, exactement.
Mais donc, cet anneau-là existe encore. Il a disparu pendant plusieurs années, mais c'est vraiment Bilbo, dans Bilbo le Hobbit, et je ne vous dirai pas comment, mais qui le retrouve. OK. Qui le donne à son neveu, Frodon. Puis là, on arrive. La communauté de l'anneau, en fait, c'est que Frodon apprend de Gandalf qu'il doit détruire cet anneau-là. OK. Puis pourquoi lui? Parce que c'est un hobbit ordinaire, simple, qui aime juste comme être tranquille. Bien, c'est que les hobbits, en plus d'être silencieux, ils ont la capacité de résister à la magie. Résister à la magie. À la magie. Donc, ils sont beaucoup moins sensibles aux forces maléfiques. Parce que cet anneau-là de pouvoir a une capacité de jouer dans l'esprit des gens. OK. C'est pour ça que les hommes qui sont faibles, ben, ont succombé rapidement au pouvoir de l'anneau. Tandis qu'un hobbit comme Bilbo l'a eu en sa possession pendant plus de 50 ans, tout en restant donc, du bon côté de la force. Ah, c'est ça. Fait que Frodon, lui, comprend que sa mission, c'est ça, puis que c'est le seul à pouvoir l'accomplir. Donc, il part avec son compagnon, son meilleur ami, son jardinier, Sam Gamgee, et 2 de ses cousins, Merry et Pippin. Donc, dans la communauté, on a 4 hobbits de la comté, qui n'ont jamais sorti de la comté non plus. Puis là, ils partent. Là, ils partent, sous les conseils de Gandalf, à l'aventure. Donc là, c'est là que le descriptif, donc, qui vous a peut-être épuisé au début de la lecture, parce que Tolkien est vraiment dans le descriptif des paysages. Étant donné que c'est une terre qui est inconnue, donc il prend le temps de décrire les fleuves, les montagnes, les forêts. Évidemment, les gens qui habitent ces terres-là aussi. C'est là que le support de la carte est intéressant. Donc, moi, quand je l'ai lu adolescent, eh bien, j'étais toujours à revenir à la carte pour dire, OK, ils sont rendus là. Pour te situer Exactement. par rapport à l'histoire, OK. Parce que Tolkien mesure ses distances en lieues, comme on le faisait donc autrefois, et en orientation. Donc, le nord, sud, est, ouest, c'est là que j'ai réussi à démêler mon est de mon ouest. Parce que ça fait toute qu'une différence dans l'histoire. J'imagine, oui. Parce qu'on a à l'ouest les hommes qui sont vraiment, les grandes cités des hommes sont là, mais à l'est, c'est là qu'on a la force maléfique, les anciennes terres de Sauron, le Mordor, donc qui est un nom sombre, qu'on ne nomme pas, qu'on ne dit pas, donc qui est encore là, terre de légende, mais surtout de peur, de mal, de souffrance. Ouais, de mauvais endroits. De mauvais endroits. C'est vraiment là, le lieu où on ne veut pas aller. Puis c'est là que Frodon doit se rendre. Parce que la seule manière de détruire cet anneau-là, c'est en le rejetant dans le feu qu'il a créé. Donc, c'est un volcan. Donc, il doit être retourné directement dans le volcan. Ce volcan-là, ça donne à être en plein centre du Mordor. Ah bon? Donc, pour un petit hobbit qui n'a jamais rien vécu, ça en fait beaucoup donc, à gérer. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne part pas tout seul. Ils sont 4. Ils sont 4 hobbits qui vont aller rejoindre un grand maître elfique, donc Elrond, dans sa demeure. Et c'est là qu'il va être créé la communauté de l'anneau. Dans la communauté, il va y avoir les 4 hobbits, Gandalf, le magicien, comme c'est un peu le grand Manitou de tout ça. Il y aura Boromir, du côté des hommes, qui est un seigneur du Gondor, donc un seigneur des hommes, le fils du roi du Gondor. Est-ce que c'est un qui a un anneau, ça? Parce que tu as dit qu'il y avait des hommes qui avaient des anneaux. Non, c'est 9 hommes qui avaient des anneaux sont vraiment, aujourd'hui, à cette époque-là où l'histoire se passe, sont décédés. OK. C'est des spectres. OK. Donc, qui vont hanter vraiment, puis qui vont poursuivre là, la mission de Sauron. Correct. Donc, Boromir, le Seigneur des Hommes. On a Aragorn aussi, qui est un rôdeur, qui est comme un vagabond, qui manie l'épée comme pas un, qui, on apprendra plus tard, vient d'une descendance royale, donc qui est le roi légitime du Gondor. Donc, il y aura évidemment un moment où il y aura conflit entre les 2 hommes. Car il y en a un qui est héritier légitime, puis l'autre qui est héritier de l'intendant, qui était en remplacement du roi. Donc, conflit entre ces 2 hommes-là. Exactement. La place. Donc, ensuite de ça, on a un elfe, donc, qui va être représentant donc, du peuple des elfes, donc Legolas. On aura un nain, Gimli, qui est le fils d'un des nains qui était déjà dans l'histoire de Bilbo le Hobbit. Et puis, donc, on a nos 9 de la communauté de l'anneau, qui sont 9 pour affronter les 9 Nazgûl, les 9 spectres de l'anneau. Okay. Donc, on a le bien et le mal. Donc, c'est cette dualité-là qui lance vraiment le roman puis l'aventure. C'est sûr qu'avant de s'y rendre, on a la moitié du livre de fait. Ça, c'est pour le premier. Exactement.
plus rapidement, est-ce Oui. qu'on peut parler des deux autres pour terminer la trilogie? Certainement. La communauté de l'anneau se termine sur la dissolution de la communauté. Donc, il arrivera un événement majeur où là, la communauté va se séparer en deux groupes. Le groupe qui va aller détruire l'anneau, puis le groupe qui va aller sauver deux hobbits qui ont été enlevés. Donc, les deux cousins, Merry et Pipin, se font enlever. Donc, les deux tours, c'est vraiment deux directions différentes. Donc, le deuxième tome évolue vraiment en parallèle de ces deux histoires-là. Donc, on peut passer 4 ou 5 chapitres sans savoir où sont rendus les autres. Là, on sent un peu cette fébrilité-là de savoir où ils en sont rendus. Donc, ça se termine, 2 tours. On a vraiment 2 groupes distincts dans l'histoire. Et puis, le retour du roi, ben, c'est le point culminant de l'histoire. Donc, il y aura évidemment les grandes batailles entre le bien et le mal. Le retour du roi, donc je ne vendrai pas le punch, mais il y a un roi qui revient. Un des deux qui était en conflit. C'est ça, qui va éventuellement donc, réaliser sa destinée. Au travers de tout ça, il y a la romance qui existe aussi entre un homme et une elfe. Donc, la dualité aussi au niveau de la différence entre deux peuples. Qu'est-ce qui peut rejoindre? Donc, moi, je vois ça un peu comme Tristan et Iseult ou comme Roméo et Juliette. Donc, on va aller chercher un peu de ces éléments-là. La fraternité. Donc, la fratrie est vraiment importante dans Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, le combat entre le bien et le mal, les conflits de valeurs. Donc, est-ce que je pense seulement à moi ou je pense à la communauté? Donc, il y a beaucoup de valeurs qui... Moi, j'ai grandi avec ça, puis j'ai l'impression de plus en plus que je ressemble à un hobbit. Donc, dans ma manière de vivre, mais dans ma manière de voir le monde aussi. C'est là que j'ai défini vraiment dans mon esprit d'adolescent, puis d'adolescent, puis d'adulte aujourd'hui, les concepts de bien et de mal. Donc, j'ai encore beaucoup de références, là, quand je vis une situation où je me dis, mais qu'est-ce que Sam Gamgee ferait dans cette situation-là? Oh, mon Dieu. Qui est comme, pour moi, le vrai héros de toute cette histoire-là. Bon, en tout cas, tu es très convaincant. Je ne sais pas si je vais me décider à lire ces livres-là, mais en tout cas, tu es convaincant. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Neige rouge de François Lévesque. François Lévesque est un auteur québécois. Il est né en 1978 à Val-d'Or. Il a il a une maîtrise en études cinématographiques. Il est critique et journaliste culturel au Devoir depuis 2008. Son livre, c'est un roman policier qui se passe près d'une réserve indienne, loin des grands centres. C'est un roman de 208 pages. L'histoire, c'est un policier qui s'appelle Vincent et son partenaire qui partent pour se rendre au domicile. C'est une autochtone, elle s'appelle Anna Wabanonik. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Ils se rendent à son domicile parce qu'ils recherchent de la drogue. Quand les policiers arrivent, le partenaire de Vincent, sans aucune raison, parce que la personne et sa fille se sauvent et il n'y a pas de danger, puis le partenaire tire sur la mère, Anna, et là-bas. La fille réussit à se sauver. Et là, Vincent, son partenaire, se demande qu'est-ce qui se passe. Il n'a même pas utilisé ce qu'ils appellent leur arme de service, leur arme de policier, pour tirer sur la personne. Et il pose une question et l'autre se retourne pour tirer sur lui, mais Vincent est plus rapide et réussit à l'abattre. Mais il est blessé. Il est transporté à l'hôpital et là, il décide de faire enquête pour savoir pourquoi il a fait ça. Et il lui avait dit, je lis le texte, c'est écrit souvent en québécois. Il lui avait avant qu'il lui a demandé des explications et le partenaire lui répond: j'ai une femme, 2 enfants, pas question qu'une guidoune vienne scraper ça. Et c'est là qu'il tire sur Vincent, mais l'autre est plus rapide. Il y a enquête, etc. Et il est exonéré de tout blâme pour légitime défense. Et il continue à enquêter et il découvre que la fille, qui s'appelle Kanti, il apprend qu'elle est enceinte. Et son enquête lui fait découvrir toute une magouille en arrière de ça et il se rend compte que son partenaire qui est mort
et d'autres qu'on apprend graduellement ont couché avec Canty et que ils veulent sauver leur réputation et c'est pour ça que il a choisi de l'abattre. Mais là, ça n'a pas fonctionné comme il faut. Il a abattu la mère et la fille a réussi à se sauver. Puis elle a confiance en Vincent et elle finit par le recontacter. Et là, ben, c'est toute la fin là, que je ne vous dévoilerai pas, bien sûr. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine fois.